La lumière de l'aube glissait à travers les vitraux de la chapelle privée, teintant de rouge et d'or le visage de dame Marguerite de Lusignan, tandis qu'elle observait son reflet dans le calice d'argent. À 24 ans, elle était déjà veuve 2 fois, une curiosité politique dans la cour du roi Philippe Auguste. Et ce matin de novembre 1187, elle savait que son 3e mariage serait différent des autres. Il ne serait pas une question d'amour, bien sûr, cela n'avait jamais été le cas pour les femmes de son rang. Mais cette fois, elle avait choisi elle-même son époux. Et ce choix pourrait détruire tout ce que sa famille avait construit. Le messager était arrivé avant les matines, les vêtements trempés par la pluie glaciale qui fouettait Paris depuis 3 jours. Le parchemin qu'il portait venait de Poitiers, scellé du blason de son oncle, le comte Hugues. 3 lignes seulement. Richard, cœur de lion, refuse notre alliance. La guerre est inévitable. Reviens immédiatement. Marguerite avait brûlé la lettre dans la flamme d'un cierge, regardant l'encre se tordre et noircir, transformant les mots en cendres. Mais elle ne retournerait pas à Poitiers, pas maintenant, pas quand elle était si proche de comprendre la vérité sur la mort de son second mari. Guillaume de Montfort était mort 6 mois plus tôt, officiellement d'une fièvre soudaine. Marguerite l'avait épousé sur ordre du roi, un mariage politique destiné à sceller une alliance entre 2 grandes familles. Elle ne l'avait jamais aimé, comment aurait-elle pu aimer un homme qui la considérait comme une simple pièce sur un échiquier ? Mais elle avait respecté sa rigueur intellectuelle, sa passion pour les textes anciens, son insatiable curiosité pour les mystères du monde. Dans les dernières semaines avant sa mort, Guillaume était devenu obsédé par un manuscrit qu'il avait découvert dans les archives du monastère de Saint-Victor. Il parlait peu de son contenu, mais Marguerite l'avait vu changer, devenir nerveux, regarder constamment par-dessus son épaule, comme si des ombres le poursuivaient. Puis, il était mort, et le manuscrit avait disparu. « Madame ?» La voix de Béatrice, sa servante et confidente depuis l'enfance, la tira de ses pensées. Le comte de Blois demande audience, il dit que c'est urgent. Thibaut de Blois. Le nom seul suffisait à éveiller en Marguerite un mélange troublant de méfiance et d'attirance. Il était arrivé à la cour 3 semaines après la mort de Guillaume, ostensiblement pour offrir ses condoléances, mais Marguerite savait reconnaître un prédateur politique. Grand, avec des yeux gris qui semblaient voir à travers les mensonges courtois, Thibaut, avec une réputation de brillance intellectuelle, égalée seulement par sa brutalité sur le champ de bataille. Il était aussi, selon les rumeurs, le dernier homme à avoir parlé avec Guillaume avant sa mort. « Fais-le entrer, » dit Marguerite, posant le calice et ajustant le voile qui couvrait ses cheveux noirs. « Mais reste dans la pièce, Béatrice, je ne veux pas être seule avec lui. » Thibaut entra avec la confiance naturelle d'un homme habitué à commander des armées. Il portait une tunique de velours sombre, presque noire, brodée de fils d'argent qui captèrent à lumière des chandelles. Ses cheveux châtains touchaient ses épaules, et une cicatrice fine traversait sa joue gauche, souvenir d'une bataille en Terre Sainte. Il s'inclina avec juste assez de respect pour ne pas insulter son rang, mais pas assez pour suggérer une véritable déférence. « Dame Marguerite, dit-il, sa voix grave résonnant dans la petite chapelle, je viens avec une proposition qui pourrait vous sembler audacieuse. » « Vos propositions me semblent toujours audacieuses, comte de Blois, » répondit Marguerite, maintenant un ton neutre. « C'est ce qui les rend dangereuses. » Un sourire effleura les lèvres de Thibaut. « La sécurité est une illusion pour les gens de notre condition, madame. Nous vivons dans un monde de complots et de trahisons, où même les alliances les plus sacrées peuvent se dissoudre en un instant. Mais je viens vous offrir quelque chose de rare, la vérité. La vérité sur quoi? Sur la mort de votre mari, sur le manuscrit qu'il a découvert, sur la raison pour laquelle des hommes puissants voudraient qu'il disparaisse. » Thibaut fit un pas en avant, ses yeux fixés sur les siens.
et sur le fait que vous êtes en danger mortel depuis le moment où Guillaume vous a épousé. » Le cœur de Marguerite accéléra, mais elle garda son visage impassible. « Ce sont de graves accusations, comte. Avez-vous des preuves ou simplement l'espoir de me manipuler avec la peur ?»« Les deux, peut-être, » admit Thibaut avec une franchise désarmante. « Mais écoutez d'abord ma proposition. Épousez-moi, pas pour l'amour, pas pour la politique familiale, mais comme une alliance stratégique pour découvrir qui a tué Guillaume et pourquoi. Ensemble, nous avons accès à des ressources, à des informations, à des cercles de pouvoir qui nous sont fermés séparément. Seul, vous êtes vulnérable. Avec moi, vous êtes protégé. » « Et qui gagnez-vous dans cet arrangement ?» demanda Marguerite, sachant qu'aucun homme de rang ne proposait de mariage sans motif personnel. « Le manuscrit, dit Thibaut simplement. Guillaume m'avait parlé de sa découverte 2 jours avant sa mort. Il avait trouvé quelque chose, un texte attribué à Boès, écrit pendant son emprisonnement sous Théodoric, mais différent de la consolation de philosophie. Un traité politique, madame, qui expose les mécanismes secrets du pouvoir, les techniques que les grands de ce monde utilisent pour maintenir leur domination. Un tel texte, dans les bonnes mains, pourrait changer l'équilibre des forces en Europe. Dans les mauvaises mains, il pourrait justifier des tyrannies inimaginables. Marguerite sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle se souvenait maintenant des mots fragmentés de Guillaume, prononcés dans un délire fiévreux la nuit avant sa mort. Boès savait. Il savait que le pouvoir n'est pas donné par Dieu, mais construit par la peur et l'illusion. Ils ne peuvent pas laisser cette vérité se répandre. « Qui sont-ils » demanda-t-elle à voix basse. « C'est ce que nous devons découvrir ensemble, » répondit Thibaut. « Mais je sais que le manuscrit n'a pas été détruit. Il a été caché, probablement ici même à Paris, et il y a des gens très puissants, qui le cherchent désespérément. » Marguerite tourna le dos à Thibaut, faisant face à l'autel où brûlaient 2 cierges. La pluie martelait les vitraux avec une intensité renouvelée, et le vent sifflait à travers les fissures du mortier ancien. Elle pensait à Guillaume, à ses derniers mots, à la terreur qu'elle avait vue dans ses yeux. Elle pensait à son oncle et à la guerre qui approchait, à Richard Cœur de Lion et à ses ambitions territoriales, à Philippe Auguste et à ses manigances politiques. Elle pensait au fait qu'à 24 ans, elle avait déjà été mariée comme un pion 2 fois, et que peut-être, juste peut-être, la 3e fois pourrait être différente, pas par amour, mais par choix. 3 conditions, dit-elle finalement, se retournant pour affronter le regard de Thibaut. Première, nous recherchons le manuscrit ensemble, en partenaires égaux. Vous ne prenez aucune décision sans me consulter. Deuxième, si nous le trouvons, nous décidons ensemble de son sort. Troisième, ce mariage reste sans consommation jusqu'à ce que je le décide autrement. C'est une alliance politique, pas une union charnelle. Thibaut inclina la tête. Accepté, sur mon honneur et celui de ma famille. L'honneur, répéta Marguerite avec une pointe d'amertume. Un concept curieux dans un monde où les frères trahissent les frères et où les rois brisent leurs serments comme du verre. Mais soit, nous avons un accord, comte de Blois. Le mariage fut célébré 3 jours plus tard dans la chapelle royale, une cérémonie sobre présidée par l'évêque de Paris. Philippe Auguste lui-même y assista, son visage maigre et ses yeux calculateurs observant chaque détail avec l'intensité d'un homme qui comprenait que chaque mariage noble était un réarrangement du pouvoir. Marguerite portait une robe de soie bleue profonde, presque noire, sans les ornements dorés habituels. C'était un mariage de deuil autant que de célébration, et elle voulait que tout le monde le sache. Après la cérémonie, alors que les nobles se retiraient pour le banquet, Thibaut conduisit Marguerite vers ses appartements privés dans l'aile nord du palais.
Les pièces étaient austères comparées au luxe habituel de la cour, peu de tapisseries, des meubles fonctionnels, mais une bibliothèque impressionnante qui couvrait un mur entier. Des manuscrits en latin, en grec, en arabe même, soigneusement organisés et manifestement lus. « Je pensais que nous devrions commencer immédiatement, » dit Thibaut, sortant un parchemin d'un coffre verrouillé. « Ceci est la dernière lettre que Guillaume m'a envoyée, 2 jours avant sa mort. Lisez-la. » Marguerite prit le parchemin, reconnaissant immédiatement l'écriture méticuleuse de son défunt mari. Les mots étaient codés, utilisant un chiffre de substitution qu'elle et Guillaume avaient développé ensemble pendant les longues soirées d'hiver. Le fait que Thibaut la lui montre sans avoir tenté de la déchiffrer lui-même suggérait soit qu'il était vraiment sincère dans son désir de collaboration, soit qu'il était un manipulateur encore plus sophistiqué qu'elle ne le pensait. Elle prit une plume et du papier, travaillant méthodiquement à travers le code. Lentement, les mots émergèrent. « Mon ami, j'ai fait une découverte qui me glace le sang. Le texte de Boès n'est pas seulement un traité philosophique, c'est un manuel pratique du pouvoir absolu, écrit pour ceux qui règnent sans conscience. Il décrit comment créer des factions, comment manipuler la religion pour contrôler les masses, comment utiliser la guerre pour consolider l'autorité, comment éliminer les dissidents tout en maintenant l'apparence de la justice. Pire encore, il suggère que ces techniques ont été transmises secrètement de génération en génération, formant une sorte de société invisible des puissants. J'ai partagé ma découverte avec l'abbé de Saint-Victor, pensant qu'un homme d'église comprendrait l'importance de supprimer un tel texte. C'était une erreur. Il m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme de la reconnaissance, comme s'il savait exactement de quoi je parlais. Je crains d'avoir révélé ma découverte aux mauvaises personnes. Si quelque chose m'arrive, cherchez le manuscrit là où les morts gardent leurs secrets, et protégez Marguerite. Elle ne comprend pas encore le danger qu'elle court. Les mains de Marguerite tremblaient légèrement quand elle reposa le parchemin. « L'abbé de Saint-Victor, » murmura-t-elle. Guillaume lui faisait confiance absolument. « L'abbé Bernard est l'un des hommes les plus influents de Paris, » dit Thibaut, son visage grave. « Il conseille le roi, il contrôle l'un des plus grands scriptoriats d'Europe. Il a des connexions avec Rome et Constantinople. Si Guillaume a raison, si cette société secrète existe vraiment, Bernard pourrait en être membre. Ou il pourrait simplement être un homme d'église effrayé par un texte hérétique, contra Marguerite, bien qu'elle n'en croyait pas vraiment ses propres mots. Peut-être, mais Guillaume est mort 3 jours après avoir parlé avec lui, d'une fièvre soudaine qui a frappé en moins de 6 heures. J'ai parlé avec le médecin qui l'a traité, un homme qui me doit des faveurs. Il m'a dit que les symptômes ressemblaient à un empoisonnement, probablement de la belladone ou de l'aconie, mais qu'il avait reçu l'ordre de déclarer une mort naturelle. Marguerite ferma les yeux, combattant la vague de rage et de chagrin qui menaçait de la submerger. Guillaume n'avait pas été un mari aimant, mais il avait été bon avec elle, à sa manière, et il ne méritait pas une mort si sordide. « Où les morts gardent leurs secrets, » répéta-t-elle, se concentrant sur le problème immédiat. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Une crypte? Un cimetière? Le monastère lui-même? Thibaut secoua la tête. Guillaume aimait les énigmes. Cela pourrait être littéral ou métaphorique. Marguerite se leva et commença à marcher dans la pièce, ses pas silencieux sur les dalles de pierre. Son esprit travaillait rapidement, assemblant des fragments de souvenirs. Guillaume passait beaucoup de temps à Saint-Victor, pas seulement dans la bibliothèque, mais aussi dans les parties anciennes du monastère, les sections qui dataient de l'époque romaine tardive. Il avait une fascination pour l'archéologie, pour les couches d'histoire enfouies sous Paris. « Les catacombes, dit-elle soudain. Paris est construite sur un réseau de carrières et de tunnels qui remontent à l'époque romaine. Guillaume m'a emmené les explorer une fois, juste après notre mariage.
Il disait qu'il y avait des chambres scellées sous le monastère, des sections que même les moines actuels ne connaissaient pas. Les yeux de Thibaut s'illuminèrent. Bien sûr, c'est exactement le genre d'endroit où Guillaume cacherait quelque chose, accessible mais dangereux, historique mais oublié. Mais entrer dans les catacombes sous Saint-Victor sans autorisation serait considéré comme une violation grave. Nous aurions besoin d'une excuse, d'une couverture. « Laissez-moi m'en occuper », dit Marguerite. « J'ai mes propres ressources. » Au cours des jours suivants, Marguerite et Thibaut travaillèrent ensemble, avec une efficacité qui surprit même Marguerite. Elle avait pensé que collaborer avec un homme aussi dominant serait une lutte constante pour l'autorité, mais Thibaut tenait sa parole. Il la consultait sur chaque décision, écoutait ses idées avec un respect qui semblait authentique et reconnaissait quand elle avait de meilleures informations ou un meilleur jugement. C'était troublant. Marguerite avait passé sa vie dans un monde où les hommes la considéraient soit comme un ornement, soit comme une menace, jamais comme une partenaire intellectuelle égale. Le soir du 5e jour après leur mariage, alors qu'ils étudiaient des plans anciens du monastère à la lueur des chandelles, Béatrice entra précipitamment dans la pièce, son visage pâle. « Madame, comte, nous avons un problème. L'abbé Bernard demande une audience avec vous deux demain matin. Il dit que c'est au sujet de questions spirituelles concernant votre mariage. » Marguerite et Thibaut échangèrent un regard. « C'est trop direct pour être innocent, » dit Thibaut à voix basse. « Il sait que nous cherchons quelque chose. »« Ou il veut nous observer de près, » ajouta Marguerite. « Nous devons y aller. Refuser serait plus suspect que d'accepter. » Le monastère de Saint-Victor se dressait au sud-est de Paris, un complexe massif de pierres grises qui avait résisté aux invasions, aux incendies et aux siècles. Marguerite et Thibaut arrivèrent juste après l'aube, accompagnés par 2 gardes et Béatrice. L'air était vif, presque glacial, et une brume légère s'accrochait aux murs du monastère comme des mains spectrales. L'abbé Bernard les reçut dans son bureau personnel, une pièce haute de plafond, avec des vitraux représentant des scènes de la vie de saint Augustin. Il était plus âgé que Marguerite ne s'en souvenait, peut-être 60 ans, avec des cheveux blancs coupés courts et des yeux d'un bleu pâle presque transparent. Il portait la robe simple des Victorins, mais quelque chose dans son maintien suggérait un homme habitué au pouvoir séculier autant que spirituel. « Dame Marguerite, comte Thibaut, » dit-il, sa voix douce mais portant étrangement dans la pièce. « Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je souhaitais vous offrir mes bénédictions pour votre union récente, mais aussi vous mettre en garde contre certains dangers. »« Danger, mon père » demanda Thibaut, son ton parfaitement innocent. « Le danger de la curiosité excessive » répondit Bernard, fixant Marguerite avec une intensité dérangeante. « Votre défunt mari, dame Marguerite, était un homme brillant mais imprudent. Il cherchait des vérités qui sont mieux laissées enfouies, des connaissances qui peuvent corrompre même les âmes les plus pures. »« Vous parlez du manuscrit de Boès, » dit Marguerite, décidant que la franchise pourrait être plus efficace que la dissimulation. Un silence tomba sur la pièce, si profond que Marguerite pouvait entendre le battement de son propre cœur. L'abbé Bernard ne cilla pas, mais quelque chose changea dans son expression, une reconnaissance peut-être, ou une réévaluation. « Je vois que Guillaume vous a parlé de sa découverte avant sa mort, » dit Bernard finalement. « Cela complique les choses. »« Guillaume a été empoisonné, » dit Thibaut, sa voix devenant dure comme l'acier. « 3 jours après vous avoir parlé du manuscrit. Vous nieriez votre implication. » « Je ne nie rien, » répondit Bernard calmement, « mais je ne confirme rien non plus. Ce que je peux vous dire, c'est que le monde est plus complexe que vous ne l'imaginez. Il y a des forces, des institutions si vous préférez, qui travaillent à travers les siècles pour maintenir l'ordre, pour empêcher le chaos qui détruirait la civilisation elle-même. »
Ces forces doivent parfois prendre des mesures difficiles, des mesures que la morale ordinaire condamnerait. Vous parlez de meurtre comme si c'était un sacrifice nécessaire, dit Marguerite, luttant pour garder sa voix stable. Je parle de choisir le moindre mal, contra Bernard. Guillaume avait découvert un texte qui, s'il était révélé publiquement, détruirait la foi de millions de personnes dans l'ordre divin. Il exposerait les mécanismes du pouvoir, montrerait que les rois ne règnent pas par grâce divine, mais par manipulation calculée. Imaginez les révoltes, les guerres, le sang qui coulerait si les masses comprenaient à quel point elles sont contrôlées. Guillaume voulait partager cette connaissance avec le monde, pensant naïvement que la vérité libérerait les gens. Mais la vérité, mes enfants, détruit souvent plus qu'elle ne libère. « Et donc, vous l'avez fait tuer » dit Thibaut, sa main se déplaçant instinctivement vers l'endroit où pendrait normalement une épée. Mais ils étaient dans un monastère, désarmés par respect. « Je n'ai tué personne, dit Bernard, mais j'ai informé ceux qui protègent ces secrets que Guillaume représentait une menace. Ce qu'ils ont choisi de faire avec cette information, ce n'était plus ma responsabilité. » Marguerite sentit une rage froide la traverser. Voici un homme qui se cachait derrière des rationalisations philosophiques, qui transformait le meurtre en simple pragmatisme politique. Elle comprenait maintenant ce que Guillaume avait découvert, non seulement l'existence du manuscrit, mais la réalité vivante de la théorie qu'il contenait, incarnée dans des hommes comme Bernard. « Où est le manuscrit » demanda-t-elle. « En sécurité, » répondit Bernard, « là où il ne peut nuire à personne. »« Nous le trouverons, » dit Thibaut, « avec ou sans votre coopération. » Bernard sourit, une expression triste et presque compatissante. « Vous êtes jeunes, tous les deux. Vous croyez encore que l'idéalisme peut triompher du pragmatisme, que la vérité individuelle compte plus que la stabilité collective. Guillaume croyait la même chose. Cela l'a tué. » Il se leva, indiquant que l'audience était terminée. « Je vous ai prévenu, par respect pour votre rang et votre intelligence. Ce que vous ferez de cet avertissement dépend de vous. Mais sachez ceci, les forces que vous défiez sont anciennes, patientes et absolument sans merci quand elles estiment que leurs buts sont menacés. » Ils quittèrent le bureau en silence, mais une fois dans le cloître, Thibaut saisit le bras de Marguerite. « Ce soir, murmura-t-il, nous entrons dans les catacombes ce soir. Bernard nous a essentiellement confirmé que le manuscrit est là, sous nos pieds. »« Il pourrait nous avoir piégés, » avertit Marguerite. « Il est trop intelligent pour révéler autant sans raison. »« Peut-être, mais nous n'avons pas le choix. Chaque jour qui passe, ils ont plus de temps pour déplacer le manuscrit, pour effacer les preuves, pour nous éliminer comme ils ont éliminé Guillaume. » Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité totale qui tombait sur Paris à la nouvelle lune, Marguerite, Thibaut et Béatrice retournèrent au monastère. Ils portaient des vêtements sombres, des lanternes fermées et des outils pour forcer les serrures. Marguerite avait obtenu un plan détaillé des catacombes d'un vieux moine qui lui devait une faveur. Un homme qui avait connu son père et qui désapprouvait silencieusement les méthodes de Bernard. L'entrée qu'ils utilisaient était une porte oubliée dans le mur sud du monastère, à moitié cachée par des vignes envahissantes. La serrure était ancienne mais solide et il fallut à Thibaut plusieurs minutes de travail minutieux pour la crocheter. La porte s'ouvrit avec un grincement douloureux, révélant un escalier de pierre qui descendait dans les ténèbres absolues. « Dernière chance de reculer, » murmura Thibaut. « Guillaume est mort en cherchant la vérité, » répondit Marguerite. « Je lui dois au moins de finir ce qu'il a commencé. » Ils descendirent, leurs pas résonnant étrangement dans l'espace confiné. L'air devenait plus froid à chaque marche, portant une odeur de terre humide et de pierre ancienne.
Après ce qui sembla une éternité, l'escalier se termina dans un tunnel étroit, à peine assez large pour 2 personnes côte à côte. Les murs étaient de pierre taillée, couverts de mousse et d'algues phosphorescentes qui émettaient une faible lueur verdâtre. Marguerite ouvrit sa lanterne, et la lumière jaune dansa sur les murs, révélant des inscriptions en latin, certaines pieuses, d'autres beaucoup plus anciennes, remontant peut-être à l'époque romaine. Ils avançaient lentement, suivant le plan du vieux moine, prenant des embranchements qui semblaient mener toujours plus profondément sous la terre. « Là !» dit soudain Béatrice, pointant vers une porte de fer à demi cachée derrière un affaissement de pierre. « C'est marqué sur le plan comme « la chambre des anciens ». Ils dégagèrent les pierres, travaillant en silence, conscients que chaque son pouvait porter dans les tunnels et alerter quiconque surveillait. La porte de fer n'avait pas de serrure visible, seulement une série de symboles gravés qui formaient un puzzle complexe. « Un mécanisme d'ouverture » murmura Thibaut, traçant les symboles avec ses doigts. Guillaume adorait ces choses. Il m'a montré un système similaire une fois. Il faut appuyer les symboles dans un ordre spécifique basé sur « la séquence de Fibonacci », dit Marguerite soudain. Guillaume était obsédé par les mathématiques de Fibonacci. Il disait que c'était la clé de comprendre l'ordre naturel. Ensemble, ils appuyèrent les symboles dans l'ordre. 1, 1, 2, 3, 5, 8. La porte émit un clic profond et s'ouvrit légèrement, libérant une bouffée d'air encore plus froid et une odeur de parchemin ancien. La chambre au-delà était petite, mais remarquablement préservée. Des étagères de pierre couvraient les murs, remplies de manuscrits et de codex soigneusement rangés dans des boîtes de cèdre. Au centre de la pièce se trouvait une table de pierre, et sur cette table, ouvert, comme si quelqu'un l'avait récemment consulté, se trouvait un manuscrit aux pages jaunies par le temps. Marguerite s'approcha, son cœur battant. L'écriture était en latin, dense et serrée, avec des annotations dans les marges en grec et en arabe. Le titre, écrit en lettres ornées sur la première page, disait « De Arcana Imperii », des secrets du pouvoir, par Anicius Mandlus Severinus Boëtius. Elle commença à lire, et avec chaque ligne, sa compréhension du monde se transformait. Boès écrivait avec une clarté brutale sur les mécanismes du contrôle social, comment la religion pouvait être utilisée comme opium pour les masses, comment créer des ennemis externes pour unifier un peuple divisé, comment utiliser la peur et l'espoir alternativement pour manipuler le comportement. Mais plus troublant encore étaient les passages qui décrivaient une société secrète de gardiens, des hommes puissants de chaque génération qui se transmettaient ces techniques, qui orchestraient les événements mondiaux pour maintenir leur propre pouvoir sous le couvert de maintenir l'ordre. « Mon Dieu !» murmura Thibaut, lisant par-dessus son épaule. « Si cela est vrai, si cette société existe vraiment depuis l'époque de Boès, alors tout est un mensonge, termina Marguerite. Chaque guerre, chaque traité, chaque succession royale, tout orchestré par ces gardiens pour leur propre fin. Pas exactement. La voix venait de l'entrée de la chambre. Ils se retournèrent pour voir l'abbé Bernard, accompagné de 3 hommes en robe sombre. Le monde est trop complexe pour être contrôlé complètement. Nous guidons, nous influençons, nous corrigeons quand nécessaire. Mais nous ne créons pas les passions humaines, l'avarice, l'ambition, la peur. Nous les canalisons simplement. Vous nous avez suivis, dit Marguerite, sentant son sang se glacer. Bien sûr, je savais que vous viendriez ici. Guillaume vous a bien formé, dame Marguerite. Vous pensez comme lui, vous raisonnez comme lui. C'était prévisible. Bernard entra dans la chambre, ses hommes bloquant la sortie. Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez rejoindre les gardiens. Avec votre intelligence et vos connexions, vous seriez des atouts précieux.
ou vous pouvez résister et partager le sort de Guillaume. Marguerite regarda le manuscrit, puis Thibaut, puis Bernard. Dans les yeux de son nouveau mari, elle vit une détermination froide qui reflétait la sienne. Ils avaient passé des jours ensemble, travaillant côte à côte, et dans ce court laps de temps, quelque chose s'était développé entre eux. Pas l'amour, pas encore, mais quelque chose de plus rare peut-être. La confiance mutuelle, le respect né de l'égalité intellectuelle. « Nous ne nous joindrons jamais à vous, dit Thibaut fermement. « Dommage, dit Bernard, faisant signe à ses hommes, vraiment dommage. » Ce qui suivit fut bref et violent. Les hommes de Bernard attaquèrent, mais Thibaut était un guerrier entraîné, et même sans épée, il combattait avec une efficacité mortelle. Marguerite saisit une lourde chandelle de fer de l'une des étagères et l'abattit sur la tête de l'homme le plus proche. Béatrice, petite mais féroce, se jeta sur un autre, ses doigts cherchant ses yeux. Dans le chaos, Marguerite vit Bernard s'approcher du manuscrit. Sans réfléchir, elle se précipita en avant, s'emparant du codex. Bernard la saisit par le bras, sa poigne étonnamment forte pour un homme de son âge. « Vous ne comprenez pas, sifflait-il. Sans les gardiens, le monde sombrera dans le chaos. Nous sommes nécessaires. »« Peut-être, » répondit Marguerite, le regardant dans les yeux. « Ou peut-être que le monde mérite de choisir son propre chaos plutôt que votre ordre imposé. » Elle tordit son bras, se libérant, et courut vers Thibaut qui avait réussi à ouvrir un passage. Ils se précipitèrent dans les tunnels, Béatrice sur leurs talons, les cris de Bernard résonnant derrière eux. « Vous ne pouvez pas échapper, nous sommes partout !» Ils coururent à travers le labyrinthe de pierre, prenant des virages au hasard, espérant perdre leurs poursuivants dans l'obscurité. La lanterne de Marguerite vacillait, menaçant de s'éteindre, et sa respiration brûlait dans sa poitrine. Finalement, après ce qui sembla des heures, ils émergèrent par une sortie différente, dans un cimetière abandonné au sud de Paris. L'aube se levait, teintant le ciel de rose et d'or. Ils s'effondrèrent sur le sol froid, haletant, le manuscrit serré contre la poitrine de Marguerite. « Nous l'avons, » murmura Thibaut, incrédule. « Nous avons vraiment le manuscrit. » « Mais maintenant quoi ?» demanda Béatrice. « Bernard a raison, ils sont partout. Comment combattre une organisation secrète qui a existé pendant des siècles ?» Marguerite regarda le manuscrit, sentant le poids de l'histoire dans ses mains. Elle pensait à Guillaume, à sa conviction que la vérité devait être partagée, et à Bernard, à son argument que certaines vérités étaient trop dangereuses. Qui avait raison ? « Nous ne pouvons pas les combattre directement, dit-elle lentement. Bernard avait raison sur une chose, ils sont trop puissants, trop bien établis. Mais nous pouvons semer des graines de doute. Nous pouvons faire des copies du manuscrit, les distribuer discrètement à des penseurs de confiance à travers l'Europe. Pas une révolution soudaine, mais une érosion lente de leur pouvoir par la diffusion de la connaissance. « Un travail de génération, dit Thibaut, comprenant immédiatement. Oui, nous ne verrons probablement pas le résultat de notre vie. Mais peut-être que nos enfants, ou les enfants de nos enfants, vivront dans un monde où le pouvoir n'est plus aussi aisément manipulé, où les gens comprennent les techniques utilisées pour les contrôler. » Les semaines suivantes furent un ballet complexe de survie et de subterfuge. Marguerite et Thibaut utilisèrent tous leurs contacts, toutes leurs ressources pour faire des copies du manuscrit. Ils les envoyèrent à des monastères éloignés, à des universités naissantes, à des penseurs indépendants qui pourraient apprécier la valeur du texte sans être corrompus par son pouvoir. Ils codèrent les envois, utilisèrent des intermédiaires, prirent toutes les précautions possibles. Mais les gardiens n'étaient pas inactifs. 3 des copies furent interceptées. Un moine qui avait accepté de cacher un exemplaire fut retrouvé mort, apparemment d'un accident. Le cercle se resserrait.
Un soir de décembre, alors que la première neige tombait sur Paris, Marguerite et Thibaut se tenaient dans leurs appartements, regardant les flammes danser dans la cheminée. Ils avaient envoyé la dernière copie ce matin, et maintenant il ne restait plus qu'à attendre, soit que leur plan réussisse, soit que les gardiens les trouvent. « Je dois vous avouer quelque chose, » dit Thibaut soudain. « Quand je vous ai proposé ce mariage, j'avais des motifs que je ne vous ai pas révélés complètement. » Marguerite se tourna vers lui, son cœur se serrant. « Lesquels ? Au début, je voulais simplement le manuscrit, c'est vrai. Mais aussi, il hésita, choisissant ses mots avec soin. Aussi, j'étais seul. J'ai passé ma vie à conquérir, à manipuler, à jouer les jeux de pouvoir que Boès décrit si bien. Je suis devenu bon à ces jeux, mais quelque part en chemin, j'ai oublié ce que c'était que d'être simplement humain, de se connecter avec quelqu'un comme égal plutôt que comme allié stratégique ou adversaire. Quand je vous ai vu à l'enterrement de Guillaume, j'ai vu quelqu'un qui portait le même fardeau. Cette compréhension que le monde est plus compliqué et plus sombre que la plupart des gens ne le réalisent. Je pensais que, peut-être, ensemble, nous pourrions trouver un moyen d'être à la fois cynique et idéaliste, de comprendre le pouvoir sans être corrompu par lui. Marguerite sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. « 3 mois, dit-elle doucement. Il y a 3 mois, je me tenais devant un prêtre et jurais fidélité à Guillaume, un homme que je respectais mais n'aimais pas. Maintenant, je me tiens ici, avec vous, un homme que j'ai épousé par calcul stratégique, et je réalise que, quelque part, entre la chapelle et les catacombes, entre les plans et les poursuites, vous êtes devenu important pour moi. Pas comme un pion, pas comme un partenaire dans un jeu politique, mais comme quelqu'un dont l'absence créerait un vide réel. » Thibaut s'approcha, prenant doucement ses mains. « Est-ce que cela signifie que notre mariage pourrait devenir plus qu'une alliance stratégique ? » « Peut-être, » répondit Marguerite, permettant pour la première fois un petit sourire. « Mais d'abord, nous devons survivre. » Il ne dure pas attendre longtemps. 2 nuits plus tard, des hommes armés attaquèrent leurs appartements. Mais Marguerite et Thibaut avaient anticipé cela. Ils avaient arrangé des gardes fidèles, des pièges, des voies d'évasion. La bataille fut féroce mais brève, se terminant par la fuite des assaillants quand les gardes du palais royal arrivèrent, alertés par le tumulte. Le lendemain, Philippe Auguste lui-même convoqua Marguerite et Thibaut. Le roi était un homme mince, avec des yeux intelligents, qui semblait évaluer constamment les avantages politiques de chaque situation. « On me dit que vous avez été attaqué, » dit-il sans préambule. « On me dit aussi que vous avez découvert des informations compromettantes sur certaines personnes très puissantes. »« Votre Majesté, » commença Thibaut, mais Philippe leva la main. « Je ne veux pas de détails. Ce que je veux savoir, c'est si vous avez des preuves tangibles de complot contre ma couronne, ou si vous êtes simplement 2 nobles trop curieux qui se sont fait des ennemis. » Marguerite prit une décision rapide. « Nous avons découvert l'existence d'une organisation secrète qui manipule les événements politiques en Europe depuis des siècles. Nous avons des preuves documentaires, mais divulguer ces preuves publiquement causerait un chaos immense, exactement ce qu'ils prétendent prévenir. » Philippe la regarda longuement. « Et donc ? » « Et donc, nous avons choisi une voie différente. Nous avons distribué l'information discrètement à des penseurs de confiance qui peuvent l'étudier, la débattre, la diffuser lentement. Dans une génération, 2 peut-être, les techniques de manipulation qu'ils utilisent seront largement comprises et donc moins efficaces. » Un sourire étrange passa sur le visage de Philippe. « Vous êtes plus subtil que je ne le pensais. Très bien. Voici ma proposition. Je vous offre ma protection contre ces forces puissantes que vous avez offensées. En échange, vous me conseillerez sur les affaires politiques, me partagerez votre compréhension inhabituelle du pouvoir.
Je n'ai pas besoin de connaître les détails de ce que vous avez découvert, seulement comment l'utiliser à mon avantage. » C'était, réalisa Marguerite, exactement le genre de proposition qu'un gardien pourrait faire. Philippe Augustus, roi de France, était-il lui-même membre de cette société secrète? Ou était-il simplement un souverain pragmatique qui reconnaissait une opportunité quand il la voyait? « Nous acceptons, » dit Thibaut après un moment, « mais avec une condition. Nous ne ferons jamais rien qui viole notre conscience personnelle. Nous conseillerons, nous informerons, mais la décision finale est toujours vôtre. » « Naturellement, » dit Philippe, « je ne voudrais pas de conseillers qui ne suivent que mes ordres. Les hommes qui ne pensent pas par eux-mêmes ne valent rien. » Les mois qui suivirent établirent un nouveau rythme. Marguerite et Thibaut devinrent des conseillers de confiance de Philippe, utilisant leur compréhension du pouvoir pour aider le roi à naviguer les complexités politiques de la France médiévale. Mais en privé, ils continuaient leur travail de diffusion du manuscrit de Boès, construisant lentement un réseau de penseurs qui comprenaient les mécanismes du pouvoir. Bernard et ses gardiens ne disparurent pas, ils ne pouvaient pas être si facilement vaincus. Mais ils devinrent plus prudents, reconnaissant que Marguerite et Thibaut, sous la protection du roi, ne pouvaient plus être facilement éliminés. Une sorte d'équilibre tendu s'établit, une guerre froide d'information et d'influence. Au printemps suivant, Marguerite découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la remplit d'une joie surprenante, mêlée d'appréhension. Élever un enfant dans ce monde de complots et de manipulations semblait cruel, mais aussi, d'une certaine manière, essentiellement humain. Un acte de foi dans l'avenir malgré les ombres du présent. « Que penses-tu que nous devrions enseigner à notre enfant ?» demanda-t-elle à Thibaut une nuit, sa main reposant sur son ventre encore plat. « La vérité, » répondit Thibaut sans hésitation, « que le pouvoir est toujours présent, toujours en jeu, et que comprendre ces mécanismes ne signifie pas être corrompu par eux. Que l'idéalisme sans cynisme est naïveté, mais que le cynisme sans idéalisme est nihilisme. Que la vie est une danse constante entre ces extrêmes. »« Et l'amour ?» demanda Marguerite doucement. « Qu'enseignons-nous sur l'amour dans un mariage qui a commencé comme stratégie ?» Thibaut la regarda, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Que parfois, les meilleurs chemins commencent dans l'obscurité et émergent vers la lumière. Que ce qui commence comme calcul peut devenir authentique. Que tu peux choisir d'aimer quelqu'un, même, surtout, quand l'amour n'était pas le plan original. Ils s'embrassèrent, et pour la première fois depuis leur mariage, ce n'était pas une performance politique ou un geste stratégique, mais simplement deux personnes se connectant au-delà des jeux de pouvoir qui les entouraient. Les années passèrent. Leur fille, Isabelle, naquit pendant un été chaud, une enfant vive avec les yeux gris de son père et l'esprit féroce de sa mère. Marguerite et Thibaut lui enseignèrent à lire dans plusieurs langues, à penser de manière critique, à questionner l'autorité tout en respectant la complexité. Ils lui montrèrent le manuscrit de Boès quand elle eut 12 ans, expliquant non seulement ce qu'il contenait, mais pourquoi ils avaient choisi de le diffuser lentement plutôt que de provoquer une révolution immédiate. La guerre avec Richard Cœur de Lion, que l'oncle de Marguerite avait prédite, éclata effectivement, mais Philippe, conseillé par Marguerite et Thibaut, navigua habilement les complexités politiques, finissant par sécuriser des avantages territoriaux importants pour la France. L'abbé Bernard mourut dans son sommeil, à l'âge de 68 ans, mais son ordre continuait, les gardiens se transmettant simplement leur mission à la génération suivante. Cependant, les copies du manuscrit de Boès commençaient à porter leurs fruits. Des penseurs à travers l'Europe écrivaient sur les mécanismes du pouvoir, pas toujours en citant Boès directement, mais en développant des idées similaires. Le concept
que le pouvoir politique n'était pas divinement ordonné, mais humainement construit, commençait à se répandre dans les universités, dans les monastères, dans les conversations des marchands et des artisans. Un soir d'automne, 20 ans après leur mariage, Marguerite et Thibaut se promenaient dans les jardins du palais royal. Leurs cheveux commençaient à grisonner, leur corps portait les marques de 2 décennies de vie, mais leurs esprits restaient vifs, leurs conversations toujours stimulantes. « Crois-tu que nous avons fait une différence ?» demanda Marguerite, regardant le coucher du soleil teinter Paris d'orange et de pourpre. Honnêtement, Thibaut réfléchit un moment. Je ne sais pas. Les gardiens existent toujours. Le pouvoir est toujours manipulé. Les gens sont toujours contrôlés. Nous n'avons pas changé le monde de manière fondamentale. Mais, Marguerite entendait la réserve dans sa voix. Mais peut-être que c'était naïf de penser que nous le pourrions. Guillaume voulait une révolution immédiate, une destruction totale des structures de pouvoir. Nous avons choisi quelque chose de plus modeste, simplement rendre ces structures visibles, compréhensibles. C'est un processus lent, frustrant, et nous ne verrons probablement jamais son aboutissement complet. Mais quand je regarde Isabelle, quand je vois comment elle pense, comment elle questionne, comment elle refuse d'accepter l'autorité aveuglément, peut-être que c'est suffisant. Pas une victoire, mais une contribution. Marguerite prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Guillaume est mort en cherchant la vérité totale, la révélation complète. Nous avons survécu en acceptant la vérité partielle, le changement incrémental. Je ne sais pas laquelle est l'approche la plus noble, mais je sais laquelle me permet de dormir la nuit et de regarder notre fille grandir. « Nous avons échoué à détruire les gardiens, » dit Thibaut pensivement. « Nous avons échoué à révéler leur existence au monde. Nous avons échoué à provoquer la grande révolution de la conscience que Guillaume envisageait. » « Oui, acquiesça Marguerite, nous avons échoué. Mais le monde est quand même devenu légèrement meilleur, continua Thibaut, pas à cause de notre succès, mais malgré notre échec, parce que même nos efforts insuffisants ont semé des graines. Parce que d'autres prendront notre travail et l'amèneront plus loin, parce que le simple fait de résister, de continuer à questionner, a de la valeur, même quand cela ne change pas tout. Ils restèrent silencieux un moment, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Marguerite pensait à Guillaume, à son idéalisme ardent et à sa mort tragique. Elle pensait à Bernard et à ses rationalisations froides pour le meurtre au nom de l'ordre. Elle pensait au manuscrit de Boès, à cette connaissance dangereuse qui pouvait soit libérer, soit corrompre selon qui la détenait. « Je regrette parfois, dit-elle finalement, de ne pas avoir été plus audacieuse, de ne pas avoir pris plus de risques, de ne pas avoir poussé plus fort pour un changement radical. » « Et je regrette parfois, répondit Thibaut, de n'être pas devenu l'homme complètement bon que Guillaume était, de toujours calculer, toujours manipuler, même quand c'est pour des buts que je crois justes. Peut-être que les gens comme nous, ni héros ni méchants, juste des gens qui essaient de naviguer un monde compliqué avec une boussole morale imparfaite, peut-être que nous sommes exactement ce dont le monde a besoin. Dit Marguerite. Pas des saints pour adorer, pas des démons pour détester, mais simplement des humains qui font de leur mieux. Thibaut l'attira plus près, et ils se tinrent ainsi pendant un long moment, 2 personnes qui avaient commencé comme étrangers, liés par calcul, et qui étaient devenues quelque chose de bien plus profond. Des partenaires, non seulement dans le mariage et la politique, mais dans la lutte continue pour donner un sens à un monde qui résistait au sens. La nuit tomba complètement, et les lampes du palais s'allumèrent une par une, chacune une petite lumière contre l'obscurité.
Marguerite pensa que peut-être c'était la métaphore parfaite pour leur vie. Pas la lumière éclatante d'une révolution, mais les lueurs modestes et persistantes de gens qui refusaient d'accepter l'obscurité comme inévitable. Ils n'avaient pas gagné, ils n'avaient pas détruit les gardiens, n'avaient pas révélé tous les secrets, n'avaient pas transformé le monde. Guillaume était toujours mort, empoisonné par ceux qui protégeaient un ordre injuste. L'abbé Bernard était mort paisiblement dans son lit, n'ayant jamais répondu de ses crimes. Le pouvoir était toujours manipulé, les gens étaient toujours contrôlés, et les structures qu'ils avaient essayé de défier restaient largement intactes. Mais quelque chose avait changé, aussi petit que cela puisse paraître. Des idées circulaient maintenant qui n'avaient pas circulé avant. Des gens questionnaient qui n'avaient pas questionné avant. Et quelque part dans l'Europe médiévale, dans des monastères et des universités, des jeunes gens lisaient des copies du manuscrit de Boès et commençaient à comprendre que le pouvoir n'était pas magique, pas divin, mais simplement humain, et donc vulnérable à la compréhension humaine et à la résistance humaine. C'était une victoire si modeste qu'elle ressemblait presque à une défaite. Mais Marguerite, qui avait appris au cours de 2 décennies que le changement était toujours plus lent et plus compliqué qu'on ne l'espérait, se permit de l'appeler victoire quand même. Pas la victoire qu'elle avait imaginée au début, pas la révolution brillante et purificatrice que Guillaume avait rêvée, mais quelque chose de plus durable peut-être, la reconnaissance que même les efforts insuffisants avaient de la valeur, que même les échecs partiels contribuaient à un progrès trop lent pour être vu dans une seule vie, mais réel néanmoins. Elle leva les yeux vers Thibaut, vit son propre mélange de résignation et d'espoir reflété dans son visage, et sut que quoi qu'ils aient accompli ou échoué à accomplir, ils l'avaient fait ensemble, comme égaux, comme partenaires, et finalement comme 2 personnes qui avaient appris à s'aimer non pas malgré la complexité morale de leur monde, mais à travers elle. C'était, décida-t-elle, suffisant. Pas tout ce qu'elle avait espéré, mais plus qu'elle avait osé attendre quand elle s'était tenue dans cette chapelle, regardant son reflet dans un calice d'argent, se préparant pour un 3e mariage qu'elle pensait être seulement une autre manœuvre politique. La vie, comme elle l'avait appris, avait sa propre logique qui défiait les plans les mieux conçus, et parfois, juste parfois, cette logique menait vers quelque chose qui ressemblait à la grâce.